Je vous retrouve pour le plateau de l'invité, le dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord des États-Unis, 18 morts dans la tuerie dans le Maine. Après, ce sera Israël et Hamas, 2 résolutions rejetées au Conseil de sécurité de l'ONU. Après la pause, nous reviendrons pour parler du Sénégal. L'état de santé de Sonko est très inquiétant selon son avocat. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Lomé accueille en novembre le sommet de l'industrie financière africaine. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Dado Nora Noviekou, vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Bonsoir Dado et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. À côté de vous, Eric Johnson, journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Dado. Dado, bonsoir Ashraf, bonsoir chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de New World. Notre 3e invité, vous l'aurez compris, c'est bien Ashraf Ouroussama, juriste en politique. Vous êtes également le secrétaire général du Parti démocratique panafricain PDP. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Bonsoir, docteur Guillaume, bonsoir à mes copanélistes ici. Extrêmement ravi de vous retrouver cet après-midi pour échanger, j'espère vivement que nous aurons un débat passionnant et fructueux. Et nous attaquons donc avec vous notre premier sujet. Nous prenons la direction des États-Unis pour parler de cette situation. 18 morts dans la tuerie. Et dans le Maine, un homme âgé de 40 ans, reconnu sous le nom de Robert Card, a ouvert le feu mercredi soir à 2 endroits. Il s'agit d'un bowling et puis un bar-restaurant, faisant au moins 18 morts et 13 blessés. L'homme est activement recherché aux États-Unis. Une fouille dans sa maison familiale n'a pas permis pour le moment d'avoir des éléments permettant de le retrouver. Alors, nous en parlons avec vous ici au plateau. Des tueries aux États-Unis, il y en a plusieurs, mais malgré la situation, cela continue. Voilà un ancien militaire, ou du moins c'est un réserviste de l'armée américaine, qui, avec son arme, ouvre le feu et fait 18 morts. Nous sommes dans le Maine, Dado. Merci, oui, tu l'as dit tout à l'heure, la question des tueries aux États-Unis, ce n'est plus... En fait, ça devient de plus en plus récurrent. Et ceci, malheureusement, devant l'impuissance du Congrès américain, qui, malgré cette situation, je dirais, n'arrive pas à canaliser les auteurs de ces actes, en tout cas déplorables et criminels. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi ces tueries répétitives? Pourquoi? Et là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu un faille dans le système de contrôle des armes? C'est la question que je me pose. Et naturellement, ma réponse serait oui. Oui, parce que depuis des années, on constate des milliers de personnes qui sont tuées. Et généralement, c'est des personnes qui ont des motifs, en tout cas, pour la plupart, qui ne sont pas assez pertinents, mais juste parce que ils ont leur raison à eux d'avoir le droit de vie sur des gens, ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Et donc, il me semble que le Congrès américain doit pouvoir, pour une fois de bon, trouver une solution radicale à cette situation qui fait perdre des vies humaines. En commençant par quoi? Je dirais l'utilisation de ces armes-là, qui souvent sont des armes d'assaut. C'est-à-dire que ce n'est pas des armes pour des civils, c'est des armes pour la guerre. Donc, normalement, il n'y a pas de sens qu'on puisse laisser les gens avoir accès facile dans l'achat de ces armes-là. Mais malheureusement, le constat est là. Dès que tu as l'argent, il suffit seulement de pouvoir te procurer de ces armes. Parce que aussi derrière, il y a tout le marketing qui est fait pour stimuler ou motiver les gens à aller vers ces armes-là qui, en fait, font des dégâts en un rien de temps. Ils sont conçus pour ça. Ces armes sont conçues pour faire vraiment des dégâts en quelques minutes. Ce n'est pas compliqué à utiliser. Et tout ça, ça laisse à réfléchir. Et donc, c'est une situation malheureuse, déplorable. Et espérons que les États-Unis, pour une fois, vont prendre, je dirais, la mesure de la chose parce que ça dure depuis des années et ça fait beaucoup de morts, malheureusement. Eric, un tueur qui fait 18 morts, 13 blessés, il est activement recherché aux États-Unis. L'homme, c'est pas n'importe qui, c'est un réserviste de l'armée. 40 ans, une fouille à son domicile n'a pas permis pour le moment d'avoir des éléments permettant de le retrouver. Oui, Dado, j'allais dire qu'elle est un soutien à Joe Biden, parce que Joe Biden a déploré
ce qui s'est passé et tout de suite a dit qu'il faudrait interdire les armes d'assaut aux citoyens américains. Le fait est que dans ce pays, l'industrie d'armes est très florissante et ça contribue énormément au PIB des États-Unis. Et donc, il y a des lobbies qui sont très actifs et qui ne veulent pas qu'on touche à cette industrie-là qui est de plus en plus florissante. Je pense que, vous savez, les États-Unis sont conçus d'une manière où chacun a le droit de se défendre. Et effectivement, pour se défendre, on n'a pas besoin d'armes lourdes. Et pourtant, ces armes lourdes-là pullulent partout. Et je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants américains sont de plus en plus conscients de la situation. Mais ils sont très faibles au vu des industries, des lobbies qui sont là. Et surtout, vous savez, aux États-Unis, majoritairement, ceux qui sont dans la politique sont des milliardaires, des gens bien nantis et qui sont en quelque sorte des patrons de ces industries d'armes. Et donc, voter une loi pour interdire l'utilisation de ces armes-là est chose très difficile. Très difficile au point où, que ce soit le Congrès ou la Chambre des représentants, mais personne n'arrive à lever le petit doigt. Je crois il y a de cela quelques années, 4 ou 5 ans environ, mais il y a eu une avancée vers l'interdiction des armes, de port d'armes surtout aux citoyens américains. Mais vous connaissez un certain Donald Trump qui s'y est opposé parce que, voilà, la majorité de ses soutiens sont des fabricants de ces armes. Et donc, après, ce projet-là n'a pas prospéré tout simplement parce que les politiciens ne veulent pas. C'est dire que ce sera très difficile aujourd'hui d'arrêter cette tuerie de masse. Vous savez, il y a une définition de la tuerie de masse. Déjà à partir de 4 morts à l'an, on parle de tuerie de masse. Et on nous dit en une année, il y a déjà 36 tueries de masse. Vous multipliez par 4, vous avez le chiffre et vous ajoutez tous les blessés et tout ça. Donc, c'est dire que c'est une situation préoccupante, mais les politiques américains ne veulent pas arrêter tout simplement cette tragédie. Ashraf Ourossama, une nouvelle tuerie aux États-Unis, je le disais, c'est pas la première fois. Cela se passe pratiquement chaque année, régulièrement du moins, aux États-Unis. On tente de cadrer la situation, mais pas possible. Aujourd'hui, le tueur est recherché, hâtivement recherché, il n'est pas encore retrouvé. Oui, mais moi, ça fait très longtemps que moi j'ai décidé, j'ai pris vraiment la résolution de ne plus aborder la problématique des armes à feu aux États-Unis avec une perception morale. C'est-à-dire que ça ne sert absolument à rien, parce que vous vivez dans un pays où le port d'armes est un droit constitutionnel, où vous avez une jurisprudence de la Cour suprême qui est quand même assez constante. C'est-à-dire quand vous revoyez les décisions de justice rendues par la Cour suprême, c'est-à-dire l'équivalent de la Cour constitutionnelle ici au Togo. Et quand à chaque fois, on voit des initiatives parlementaires qui essaient quand même de réviser la Constitution pour essayer d'assouplir ce droit-là qui est reconnu aux Américains. Mais de manière générale, vous voyez qu'aujourd'hui, la jurisprudence de la Cour suprême n'est pas en phase avec, disons, l'opinion publique de manière générale. Vous avez les Américains dans leur majorité aujourd'hui qui veulent qu'on réglemente le port d'armes à feu. Quand vous vivez dans une société qui est extrêmement violente, à un moment donné, vous avez également des citoyens qui prennent toujours l'initiative de payer des armes à feu et dans un contexte pour pouvoir peut-être se défendre, c'est-à-dire dans le cadre de la légitime défense. Mais aujourd'hui, il y a également des abus. Vous avez un certain nombre. Déjà, il faut s'intéresser au profil de ces gens-là. On les qualifie de psychopathes, des gens qui sont instables psychologiquement. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui,
vous avez des Américains qui, dans leur majorité, est en dépression, qui aujourd'hui ne sont non, pas... c'est pas quand même la majorité de la population américaine qui tire sur les gens. Non, je dis qu'il faut s'intéresser au profil de ces gens-là qui massacrent des populations, parce que les fusillades de grand masse, c'est le grand mal vraiment de l'Amérique. Et vous l'avez dit, il y a une croissance fulgurante aujourd'hui des tueries d'armes à feu. Donc, je dis les majorités, comparativement à d'autres pays, vous vivez dans une société qui est extrêmement violente. Vous avez également, c'est pour ça que je dis, si on s'intéresse au profil de ces gens-là, vous voyez très bien que ce sont des gens qu'on qualifie d'instables psychologiques, un certain nombre de choses. Donc, ça veut dire que la solution, c'est faut-il faire le suivi de ces gens-là, sachant très bien que ces gens-là sont quand même assez nombreux. Moi, je crois que, comme mon aîné ici l'a dit sur le plateau, hein, il n'y a que la révision constitutionnelle qui peut apporter, qui peut mettre fin à ce drame-là, à ce drame qu'on enregistre régulièrement aux États-Unis. Donc, je crois que la Cour suprême doit véritablement réviser sa jurisprudence, parce que vous avez, quand vous prenez les modalités constitutionnelles, par exemple aux États-Unis, des citoyens et également des parlementaires qui saisissent régulièrement la Cour suprême pour essayer de revoir sa jurisprudence. Mais n'oubliez pas que la jurisprudence, quand vous prenez par exemple la composition de la Cour suprême est composée des ultra-conservateurs et des progressistes. Et donc aujourd'hui, vous avez une offensive aujourd'hui des républicains sur la Cour suprême pour que la jurisprudence de cette juridiction puisse rester constante. Donc si vous avez une confrontation idéologique extrêmement forte dans une juridiction, vous ne pouvez pas aller nulle part. Donc aujourd'hui, j'estime que la Cour suprême, et la jurisprudence de la Cour suprême sur le port d'armes aux États-Unis est victime des clivages idéologiques et politiques profondes, c'est-à-dire des républicains et des démocrates. Le président américain Joe Biden a demandé, quand il s'est indigné de cette tuerie, a demandé effectivement au Congrès de prendre des mesures. Il s'agira peut-être de recadrer la législation en la matière. Pensez-vous qu'aujourd'hui qu'on puisse aboutir, parce que vous le venez de le dire, il y a ce clivage au niveau du Congrès qui fait que l'on ne peut pas prendre une telle résolution. Certains Américains sont foncièrement attachés à la liberté de port d'armes. Ils voudraient qu'on recadre le port d'armes semi-automatiques ou les armes automatiques. Pensez-vous que cela puisse arriver aux États-Unis? Oui, moi, en fait, c'est probablement que c'est un vœu pieux. C'est vrai que les États-Unis, les Américains, autant pour moi, sont attachés au port d'armes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts entre la plupart des parlementaires et également l'industrie d'armes. Vous savez très bien que... Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui, c'est possible s'il y a une volonté manifeste véritablement des politiques de réglementer véritablement le port d'armes. Mais dans tous les cas, comme on le dit, pour changer substantiellement la législation, tout dépend des institutions ou des acteurs de la politique américaine. Dado, est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'on change un peu la législation, ou bien qu'on la modifie un peu pour recadrer l'usage de ces armes-là aux États-Unis? Oui, je pense que c'est possible. Si déjà en 1994, ils l'ont pu faire et que malheureusement, la durée de la réglementation n'avait que pour durer 10 ans. Et donc, c'est expiré en 2004. Mais qu'ils ont eu de la difficulté à relancer parce que justement... Parce que les données ont changé aujourd'hui? Non, parce que justement, ce dont parlait Achraf, les clivages entre les républicains et les démocrates ont fait qu'il n'y a pas eu le pourcentage de voix nécessaire pour valider. Et donc, il se pose une question, je dirais, de bon sens. Est-ce que on est juste là pour défendre les intérêts ou on voit l'intérêt de la population ou du peuple? Donc, ça pose un souci. Donc, au fond, ce n'est pas impossible de pouvoir réglementer si, comme il a dit, il y a la volonté. Et donc, c'est une question de prise de conscience et de noter qu'en fait, ces armes, en fait, oui au port d'armes, mais non au port d'armes automatiques. On n'est pas en guerre, donc les gens n'ont pas besoin, pour se défendre, d'avoir avec eux des armes d'assaut. Mais il peut avoir des armes de petite taille pour se défendre, mais pas des armes d'assaut qui, en fait, qui font tellement de dégâts. C'est-à-dire, ce n'est pas des armes pour se protéger simplement. C'est des armes pour tuer, pour anéantir. Comme le dit le nom, c'est une arme d'assaut. Voilà, donc ça n'a pas sa place, en fait. Donc, la question est-ce que dans le contenu de ces réglementations-là, on a bien précisé quel type d'arme il faut pour les citoyens et quel type d'armes il ne faut pas. Donc, le tout se résume à ce niveau. Eric, y a-t-il aujourd'hui des chances pour arriver à une situation où on recadre un peu le permis de port d'armes aux États-Unis?
ça va être très difficile de toucher à cette loi. Achraf a dit quelque chose de très important. Lorsque vous avez en face des groupes idéologiquement opposés et qui ont des intérêts véritablement divergents, c'est-à-dire que l'on ne se pose plus de questions sur l'utilisation de ces armes-là. On veut juste vendre les armes parce qu'on les fabrique. Alors, si le citoyen a le droit d'avoir une arme chez lui, mais pourquoi vous voulez interdire certains types d'armes? C'est là où se pose la vraie question. Alors, vous savez qu'il y a des industries qui sont, sur le marché, elles sont concurrentielles. Et donc, si vous interdisez un type d'arme ici, là, on vous demandera d'en interdire d'autres de l'autre côté aussi. Et là, il y a un autre choc que vous êtes en train de créer. Et donc, le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec ces groupes-là qui mènent la pression, une très forte pression sur la Cour constitutionnelle, sur le Congrès, sur la Chambre des représentants, tout ça, on ne peut pas, à l'heure actuelle, mettre fin à l'utilisation de ces armes. Je pense qu'il suffirait que ces armes-là commencent par faire véritablement dégâts. Enfin, on ne le souhaite pas, mais à l'hémicycle, proche de ces gens-là, pour qu'ils comprennent ce que les populations subissent. Il faut, c'est-à-dire que, oui, comme on mais dit, ils sont dans des situations de sécurité oui, maximale qui fait que voilà. souvent ils ne sont pas exposés. Mais attention, le Capitole est bien sécurisé. Et pourtant, les gens ont franchi et ont envahi le Capitole. Il faut faire attention. Parce que lorsque les gens commencent par utiliser des armes d'assaut, c'est que vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre. Et si eux, ils veulent garder leur propriété, mais attention, ils sont capables de tout. Détail pour chuter. Oui. Je crois qu'on a occulté quand même un aspect parce que quand vous vous intéressez au profil de la personne, c'est un réserviste de l'armée de l'air. On doit pouvoir également engager la responsabilité de l'institution militaire américaine. Parce que quoi qu'on dise, ce monsieur fait partie intégrante d'une institution. Ce qui veut dire qu'il y a un certain laxisme avéré. Comment cette personne a pu se retrouver une arme? À un moment donné, il faut une réglementation. C'est-à-dire que s'il exerce des activités ou il a des fonctions dans l'armée, on doit pouvoir réglementer. Aujourd'hui, la personne prend des initiatives solitaires, il massacre des gens. Je crois que la responsabilité, on doit pouvoir engager aussi la responsabilité de l'institution militaire. Je crois qu'ils sont aussi entièrement responsables de ces actes punissables. Le drame, c'est que ces types d'armes sont même vendus aux civils. Aux civils, justement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème n'est pas qu'il fut ancien de l'armée, mais le fait que c'est vendu aux civils. Même s'il n'est pas de l'armée, il peut l'avoir. Voilà, et même des anciennes attaques ont prouvé que c'est ces armes qui ont été utilisées, non pas juste un pistolet ou bien... voilà. Donc le drame, c'est là. En tout cas, merci à vous. De toute façon, je pense, en France, tous les citoyens n'ont pas le droit d'avoir une arme sur eux, mais on utilise des armes tous les jours. Et ça veut dire que l'argumentaire de ces gens-là qui protègent la vente d'armes et tout ça, c'est de dire que les citoyens sont tout le temps victimes de tueries et il faut qu'ils arrivent à se protéger, à se défendre. Et pour se protéger, ils s'en vont également attaquer d'autres personnes. En tout cas, les débats peuvent continuer chez vous. Oui, les psychopathes. Oui. Et c'est Nous allons les marquer la pause. marchands d'armes qu'on considère toujours comme des apôtres de paix. Que c'est totalement malheureusement, on ne va pas aller sur cet aspect du débat. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.